Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction. L'occasion de vous souhaiter une très bonne année boursière et autres pour cette nouvelle saison qui commence en notre compagnie et en compagnie en particulier de Thomas Louis, également de Paul Schforer et d'Hubert Tassin, nos gérants et analystes respectifs. Bonjour messieurs, bonne année également. Très bonne année à tous. Et notamment boursière, même si ça commence mal, on va en reparler dans cette émission. Mais tout de suite, notre rubrique Tendance. Alors, on va faire un petit flashback sur 2015 parce que forcément, c'est le chiffre que vous attendez. Quelle a été la performance d'Interaction au cours de cette année 2015? Sans plus attendre, Thomas, vous nous livrez... Eh bien voilà, vous voyez les résultats à l'écran, c'était un suspense digne d'une élection. 10,92 pour le CAC dividende réinvesti et notre fonds progresse de 13,92%. Plus 30% on peut dire de surperformance, voilà. C'est une façon de voir les choses, on va dire que c'est une bonne performance. Oui. Il ne faut pas bouder son plaisir, c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le dit, que c'est une bonne performance. On viendra dans le détail sur ce qui a contribué à cette performance. Tant du point de vue d'ailleurs des phénomènes macro-structurants que des problématiques micro d'entreprise où on a eu de plus de choix heureux que malheureux. C'est tout le jeu et tout l'art de la gestion. Alors, c'était pas une année facile. D'ailleurs, on a passé une bonne partie à courir derrière l'indice. Voilà, on a couru après l'indice. C'était très marqué avec une hausse indicielle au premier semestre qui était compliquée à gérer et avec plusieurs chocs. Plusieurs chocs, un en mai, un en août et durant tout l'automne. Donc c'était pas une année si facile. Et quelques choix courageux, jetons-nous des fleurs, de se décorréler de la pharmacie, de revenir dessus, le pétrole, idem, qui ont permis de faire la différence. Oui, parce je pense que dans les choses qu'on a vues, on a vu le mouvement sur les indices, notamment au premier semestre, même si c'est très difficile en tant que gérant de battre un marché qui est tiré par des indices très rapidement. On a rattrapé cela sur une deuxième phase de marché qui était une phase plus stock picking. On verra, ça a été grâce à des titres hors marché dans des proportions importantes qui ont surperformé qu'on a pu construire cet écart. On l'a notamment construit à la baisse, ce qui est toujours mieux dans une gestion, c'est en étant investi quand même quasiment en permanence. Donc ça prouve que on avait lu ça, on avait lu le phénomène pétrole, on a été un petit peu déstabilisé, et comme on l'est à nouveau par la dévaluation du yuan, mais qui est dans la droite ligne de ce que Paul évoque depuis un moment au travers du yuan comme monnaie de réserve, faut s'y habituer. Le choc pour l'économie mondiale. On va avoir l'occasion d'en reparler cette année. Et le choc a été amplifié sur une classe d'actifs qui était le luxe, qu'on avait évité, non pas forcément à cause de ça, mais surtout à cause des multiples de capitalisation qui étaient très élevés. Très élevés. Alors, on va aussi se comparer à nos petits amis mondiaux. C'est l'autre graphique que je vous présente, les indices boursiers en monnaie locale. Oui, et je pense qu'il est intéressant de voir que le paysage dans le monde est peut-être un peu moins joyeux que celui qu'on a en France. Une fois n'est pas coutume. Si on prend l'ensemble des pays occidentaux, qu'on peut aussi appeler endettés, les performances sont globalement négatives, moins 2,74, mais chez les émergents, en devise locale, tout ça c'est en dollars bien entendu, on est dans une situation où la performance est de moins 16,96%. Aux États-Unis c'était négatif aussi l'année dernière. Alors aux États-Unis on se balade avec un Dow Jones qui est négatif à moins 3,10, avec un S&P qui est à 0,22. La Chine a été elle aussi très contrastée, c'est-à-dire les grands indices les plus internationaux sont négatifs, moins 7,54 sur le Hang Seng, moins 0,61 sur le Shanghai 180. En revanche, les actions A sont, elles, en hausse sur l'année de 9,29. Après avoir doublé à un moment. Effectivement. Il faut se replacer quand même dans ce... Ce qu'on voit dans l'Eurogroupe, c'est que ce sont les mauvais élèves qui font le mieux cette année. C'est un rattrapage. C'est un rattrapage, très clairement. Il ne faut pas se pousser c'est du pas focal, seulement les mauvais élèves, c'est aussi les élèves qui ne peuvent plus augmenter leur fiscalité. C'est parce qu'ils sont mauvais en fiscalité et il y a eu... En fait, il y a quand même une légère baisse de la pression fiscale et en France, il y en a sur les entreprises et donc voilà. ça permet sur les entreprises. Je ne parle pas des particuliers. Et puis c'est aussi une amélioration de la situation intérieure et de la consommation intérieure et ça se voit par la surperformance des indices larges par rapport aux indices restreints.
Les small Bon, caps et donc, ont surperformé. Un chiffre intéressant là, c'est le DAX 5,5. Si on prenait le chiffre non dividende réinvesti, enfin on peut comparer les deux colonnes, contre 8,5 pour le CAC, et on voit en effet qu'on a 3 points de delta. Voilà, tout à fait. Et ce qu'on disait sur l'année 2015, à savoir que l'Italie, le Sud surperformerait finalement l'Allemagne, c'est réalisé. Et ça aussi, c'est une inflexion. Ça correspond à cet arrêt de la fiscalité très lourde sur les pays endettés. Bon, Juste un point sur les pays endettés. Normalement, endetté, c'est c'est 2T. Hein. On a déposé un brevet sur l'endetté avec un E et un T. Je tenais à le souligner, c'est important pour l'année qui vient. La pression est moins forte. On espère que les chiffres sont bons en revanche. Oui, Voilà. ça, il n'y a pas de problème. Alors, Hubert, on revient à nos moutons. Il y a cette semaine et ce début d'année qui commence, Ça commence de façon chaud. chahutée. Ça c'est commence moins qu'on puisse chaud. dire. Les indices chinois ont perdu entre 7 et 10%. Malgré une reprise ce matin de 2%. Donc la Chine m'inquiète à nouveau. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Le monde se demande si la Chine va s'endormir. Elle ne va pas s'endormir. Mais ce qui a à nouveau déclenché les opérations, c'est effectivement, Thomas en parlait à l'instant, c'est l'ajustement sur le yuan. Alors c'est des ajustements qui sont faibles. Le yuan était accroché au dollar et donc il s'est colossalement réévalué de plus de 10% par rapport à l'euro, par exemple. Mais il y a eu cette fuite vers la sortie avec ces coupes-circuits où on débranche les marchés quand ils tombent en dessous de 7%. Du coup, ça a accéléré la panique. Oui. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Si on regarde l'Europe, on a aussi des coupes-circuits. Donc c'est plutôt peut-être le fait de voir des spéculateurs qui n'ont peut-être pas encore maîtrisé ces outils-là qui sont relativement nouveaux, ou des habitudes excessives qui font que finalement les mouvements n'intègrent pas cette réalité technique. Non, mais il y a eu la conjonction de plusieurs facteurs. C'est qu'on avait interdit à la plupart des investisseurs de vendre leur position sur un certain paquet de titres. Ils ont eu le droit de le faire momentanément, donc ils l'ont fait de manière trop violente. Donc on est quand même sur une économie totalement régulée. La banque populaire a repris la main, donc il faut calmer le jeu. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on s'habitue à quelque chose que ne maîtrise pas la Banque populaire et pas non plus le Parti communiste, qui est quand même le taux de change. Du moment où il va flotter, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, on ne le maîtrisera plus. Alors, il sera dans le yuan ou le renminbi sera dans le DTS, droit de tirage spéciaux, seulement en septembre. Donc d'ici là, évidemment, c'est difficile de dévaluer, même si je crois que le commerce extérieur le mérite. On a quand même changé d'époque, c'est-à-dire qu'à une époque, les marchés étaient guidés par Wall Street et il pouvait se passer ce qu'on voulait en Asie, à part peut-être à Tokyo, ça n'avait pas beaucoup d'incidence sur nos rivages. Maintenant, s'il se passe des événements importants en Chine, ça influence les performances ici en Europe. La Terre tourne toujours en 24 heures, mais au lieu de passer par Tokyo, elle commence par Shanghai. Ouais. Voilà. Je crois que c'est la grosse, alors on va voir les différence. conséquences tout de suite. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu donc cette semaine un peu de géopolitique quand même. Avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Une guerre Iran-Arabie Saoudite qui ne fait pas flamber le pétrole comme autrefois, mais au contraire... C'est pas encore la guerre, rassurez-nous. Non quand on suspend les relations diplomatiques, c'est qu'on va quand même assez loin. Ça, la bombe en Corée, ça me paraît être anecdotique tout ça, mais c'est important. Ça met de la volatilité dans les marchés. C'est normal, on va en reparler, c'est normal que les gens qui gèrent l'argent... Conséquences sur les actions depuis le début de l'année, c'était juste un petit focus qu'on voulait faire sur les actions, notamment du CAC 40. Vous l'avez à l'écran ici. Donc on ne va pas regarder la partie du haut, les 10 meilleures contributions, parce que d'abord, à chaque fois, les performances sont négatives, à quelques bémols près, et on le voit dans des... Mais par contre, si on va regarder la partie du dessous, là aussi, on a pour l'instant un mouvement qui est indiciel, il faut le souligner. Donc, premier, est-ce que c'est un sell-off ? La réponse est non, pas encore. En revanche, ce qu'on voit, nous, c'est qu'on commence à avoir des arbitrages sur les small et les mid-cap. C'est-à-dire toutes les idées qui ont contribué notamment à la réussite d'Interaction l'année dernière. Nous, par exemple, depuis le début de l'année, vous le voyez à l'écran, on baisse de 4,36 contre 5,04 à lundi au CAC 40. Attention, parce que d'habitude, on aurait baissé moins. Donc, on est assez vigilant, on en reparlera à la fin de cette émission, mais on est assez vigilant sur ce qui se passe en ce moment. On peut très bien corriger assez violemment dans la période. On n'a pas énormément de valeur dans les plus
plus grosse baisse. Hein. Ça, il faut le dire. La plus grosse baisse de notre portefeuille, c'est pour le moment la Score. Alors, pas en contribution, mais en baisse pure. On a la Score, on a Bolloré, on a Technicolor, c'est dans les 7%. Dans les 7%. Dans les 7%. Quand vous dites on peut avoir une plus grosse baisse, Thomas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, si d'aventure ça dégénère un petit peu plus et si la Chine va plus mal qu'on pense, alors c'est toujours très difficile d'avoir une idée sur la Chine, mais en revanche, les marchés restent relativement élevés. J'en parlais avec Paul ce matin. On a toujours des price earnings sur l'Europe qui sont de l'ordre de 17, qui restent relativement élevés. Dans un contexte de taux qui va plutôt encore baisser ou rester bas, ça permet d'avoir des titres qui bougeront probablement relativement peu. En revanche, aux États-Unis, vous parliez des États-Unis, il va quand même falloir continuer de les regarder. Quand vous avez des price earning ratio de 22 et que les taux d'intérêt montent, généralement, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, et puis alors, on sera pas... Dernier mot, effectivement, le pétrole. Donc, que ce soit lié à la conjoncture au Proche-Orient, au risque de guerre, entre guillemets, mais en revanche, guerre du pétrole, c'est-à-dire que le pétrole est passé en dessous de 34. Là, c'est vraiment beaucoup. On disait que 36 était le niveau dans lequel... Bon, 34, on n'est pas très loin de 36, oui. dans lequel il doit y avoir un rebond technique. Pour le moment, c'est contre-intuitif. S'il y a un risque de guerre, comme vous le supposez, en fait, pas dans le Golfe... Mais la guerre, pour le moment, ça consiste à ouvrir plus fort les vannes. Voilà, oui, en fait, le problème pour le pétrole, c'est que le marché n'est plus structuré et organisé. Les Russes sont partis sur place pour essayer de recontrôler ce marché et de faire en sorte qu'on ait un prix qui tienne, parce que c'est essentiel pour eux. S'ils n'y arrivaient pas, en fait, les schémas c'est pour ça qu'ils sont défaut, c'est ça que vous dites aussi? Effectivement, toute la réorganisation d'une partie du marché pétrole autour de l'Iran et du monde chiite est quelque chose d'essentiel, d'autant que le monde chiite en question n'est pas si loin de ça de la Chine. Donc en fait, on n'est pas nécessairement dans une guerre, mais on est quand même dans un rapport de force qui est établi depuis de nombreuses années, qui se fait entre les États-Unis et la Chine par puissance interposée. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rubrique tendance. On passe à notre tableau de bord. Alors, on va voir s'il y a le feu tout de suite avec les feux. Dans les feux, je vais laisser Paul commenter l'indicateur qu'il a choisi après. Mais ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, les feux vont mieux. Ils vont mieux parce que ils n'ont pas pris totalement la dimension géostratégique dans les indicateurs qu'on a, sauf peut-être celui des perturbations qui aurait pu être concerné par cela. Paul en reviendra dessus. Mais le stress de volatilité paradoxalement diminue et le niveau de dispersion des performances aussi, puisque tout va dans le même sens pour l'instant. Voilà. Donc ils sont en retard ces indicateurs, c'est ça que vous nous dites un peu? Pas nécessairement. Ils s'analysent dans une dynamique de marché qui ne prend pas en considération ce qui pourrait être l'émergence d'une guerre, une troisième guerre mondiale, c'est certain, mais ils sont dans une dynamique qui va plutôt un peu mieux qu'elle n'était le 14 décembre. Bon, l'indicateur de la semaine, donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. C'est deux indicateurs d'ailleurs. Alors, ces deux indicateurs, en fait, je reviens sur cet aspect tectonique qui caractérise l'ensemble. Donc, les périodes qui sont très agitées sont grisées, historiquement. Et on s'aperçoit que finalement, on a eu un premier choc qui a été la crise des subprimes, on s'en souvient, c'est 2008. Donc ça se passait aux États-Unis, il y avait un manque de liquidité, on a fait du quantitative easing, on est rentré dans des politiques dont on vient de sortir, et c'est peut-être ce qui améliore la situation pour les feux, puisque la décision de hausse des taux a été réalisée. A été prise. La deuxième période, ça a été la transmission à l'Europe de ce manque de liquidité et de cette crise, avec d'abord des souverains qui ont été un petit peu malmenés, avec la crise grecque qui a commencé, puis un deuxième moment qui a été en 2011, avec un manque de liquidité dollar pour financer le commerce international en Asie, qui était financé par les banques européennes. Donc ça, c'est le graphique de gauche, le niveau des perturbations? En fait, on le retrouve des deux côtés, d'ailleurs. La zone grise, donc. Voilà, la zone grise, on la retrouve en B. Effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place le sauvetage de l'euro et qu'on est arrivé à quelque chose qui a été plutôt bon pour les marchés. Et comme on s'ennuyait, on réinvente une autre crise qui vient de Chine cette fois. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le tour du monde. Alors, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est... C'est la dernière ligne, donc C, maintenant, qui réapparaît. Voilà.
Le yuan, ça a commencé cet été, et le yuan est devenu finalement une des monnaies qui rejoint l'ETS, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une solidarité internationale vis-à-vis du yuan. Donc les problèmes chinois deviennent aussi nos problèmes. Ça, c'est quelque chose... La planète se rétrécit. On le savait, mais on nous l'indique autrement. D'accord. Et la question, c'est est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'on va avoir d'autres problèmes en Chine? Et à ce moment-là, on aura des marchés beaucoup plus agités. Et je pense que c'est ce point-là qui apparaît aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a réglé une crise, finalement, cet été. Ça s'est bien terminé. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est la vraie question. Donc, Paul a prononcé un mot, c'est on sort des mesures qui ont été prises après le subprime. Les subprimes, pour ce qui me concerne, leur origine a été le transfert de la construction de valeur ajoutée des pays riches vers la Chine. Maintenant, on va dans l'autre sens, donc on en sort, et effectivement, on rapatrie. Donc, je ne suis pas d'accord avec Paul sur la Chine, on en a souvent parlé. Je pense que la Chine... Effectivement, on est solidaire d'un État qui est un État totalitaire où tous les comptes sont truqués. Donc on ne peut pas être vraiment solidaire, mais on est obligé de l'être un peu. C'est ça qui va donner des chocs. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais on a rapatrié la valeur ajoutée aux États-Unis et en Europe, voire un tout petit peu au Japon. Alors, il y a des zones émergentes qui vont s'en sortir, sans doute, l'Asie du Sud-Est, sans doute l'Inde, mais le reste du monde émergent est sous une pression considérable à cause des matières premières. Hein. En fait, c'est justement la problématique où le yuan existe, mais toutes les monnaies émergentes étaient jusqu'à présent assez fortement indexées à une monnaie majeure, et en particulier au dollar. La Chine l'était aussi. Là, elle est en train d'en sortir. Est-ce qu'elle sort toute seule? Est-ce qu'elle sort avec les autres pays émergents? Certainement pas tous, en tout cas. Et donc, il reste que le retrait de la liquidité dollar impacte l'ensemble de l'activité mondiale. Mais au final, ça devrait être plutôt bon d'avoir 3 zones monétaires fortes, euro, dollar et yuan, plutôt qu'une seule qui était le dollar à terme. Moi, je ne pense pas que la Chine soit en rien comparable avec les autres zones. Donc c'est ça qui complique le jeu. Ouais. Ça va mettre beaucoup de temps. Pour le moment, le fameux rééquilibrage du modèle chinois avec plus de services et plus de consommation et moins d'export, c'est d'abord moins d'export. Donc ça se rééquilibre négatif. Oui. Avant que ça se rééquilibre positif, ça va prendre du temps. Et attention, la Chine, on le verra dans les structurants probablement lors d'une prochaine émission, la Chine, c'est la classe moyenne que nous visons, qui va être le thème structurant de la Chine pour l'année qui vient. Donc, alors, un truc qui ne change pas cette année, c'est la météo qu'on va découvrir tout de suite. Et oui, voilà. je sens que ça fait rigoler tout le monde. Ceci dit, je vous rappelle que la météo en mode 3 dit un temps incertain, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a l'impression de temps en temps que ça va bien et que parfois ça va mal. Eh bien, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas non plus de pessimisme. Et il n'y a pas de tempête non plus, parce qu'on aurait pu imaginer un mode 4. Mais on peut basculer en mode 4, notamment si les facteurs géostratégiques et notamment ce glissement du mode yuan, du mode dollar en mode yuan, ou l'émergence de cette devise est mal lue par les marchés, on peut rentrer dans un mode panique, c'est pas excluant. C'est justement la clé du sujet. Et le différent qu'on peut avoir sur la Chine, c'est que on a tendance, nous, à penser que malgré tout, il faut regarder le verre à moitié plein. Oui. Et c'est ce qui fait la différence. Et sachant que cette année est une année qui est une année électorale un tout petit peu compliquée en Europe, avec notamment au milieu le référendum sans doute britannique. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Ça n'a pas l'air. Qui est à nos yeux un des éléments majeurs de l'année. Je pense aussi. Y compris au niveau international. Parce que vous nous rappelez la date, c'est quoi? C'est au mois de juin? On ne sait pas. C'est pas encore fixé de façon précise, mais ça va être avant l'été. Normalement, et surtout, c'est de mon point de vue quelque chose qui signifie que la tradition anglaise qui empêchait l'accès de la Russie aux mers chaudes est en question. Est-ce que l'Europe choisira une stratégie anglaise ou est-ce qu'elle choisira une autre stratégie? C'est ce qui s'est passé après la victoire de Tilsit, quand les ports anglais ont été rouverts en association les ports russes. Si. Avec les mers chaudes, là, tout d'un coup, on part de pêche à la sardine. Et effectivement, ça donne l'impression d'être totalement décorrélé, mais la réalité économique est quand même liée à la géopolitique et au rapport de force. Pourquoi c'est un enjeu, ça, la Russie et les mers chaudes?
depuis que l'Angleterre est réunifiée, c'est quand même une de ses préoccupations. Et cet héritage a été repris par l'Amérique, et on l'a vu dans tous les règlements de conflit, ça a toujours été la donnée essentielle. Donc je crois que c'est quelque chose qui sera très lourd de signification. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas que l'euro ou pas l'euro, c'est vraiment des enjeux majeurs, et on va les retrouver dans les prix du pétrole. Et on les retrouve néanmoins en Europe, parce que la règle du jeu de l'Union européenne va changer. Qu'elle change avec les Anglais, sous la pression des Anglais, ou qu'elle change avec le départ des Anglais, et l'euro, c'est la zone la plus riche du monde. Donc tout ça fait que le mode 3 n'est pas vraiment discutable. Merci. Qu'on puisse dire. Heureux de vous l'entendre dire. La bourse, c'est du Shakespeare ou du Tolstoï, selon vos goûts littéraires. On continue avec la troisième partie. Alors, on va recommencer par se faire plaisir, revenir un peu sur cette année 2015. On passe, Voilà, 13,92, 10,92, donc dans l'absolu 3 d'écart, un petit peu plus un petit peu moins si on raisonne en relatif, mais enfin toujours est-il que c'est un bel écart, surtout avec le dividende réinvesti et avec l'absorption des frais d'interaction. Bonne perf, qui nous place dans le premier, quasiment dans le premier quart, oui. Un peu mieux que le premier quart de la gestion sur des gestions de grande capitalisation, puisque cette année ce sont les small caps qui ont fait de la surperformance au prix d'une volatilité, d'un manque de liquidité que nous n'avons pas dans l'interaction délibérément. Donc voilà une performance sur laquelle on peut s'appuyer. Ça, c'est sur l'année écoulée. Et sur la semaine, on le revoit. On vous a fait le petit focus que vous aviez déjà vu. Moins 4,36 contre moins 5,04 à l'indice dividende réinvesti. Et sur les contributions, vous nous avez apporté un nouveau graphique. Et oui, parce que vu la volatilité qu'on connaît, on voulait juste vous montrer ce qui s'est passé entre le 6 août, qui était le point haut du marché 2015, et le 24 août, qui était son point presque bas. Une correction de moins 15,57 sur le CAC dividende réinvesti, avec un fonds qui a été résilient à 12,46. Puis du 24 août au 6 novembre, un marché qui a repris 13,89, ce qui est redevenu un temps indiciel. Souvenez-vous, on en avait parlé, on en avait fait un petit peu. Et le fonds qui, lui, a remonté que de 10,01. Je voulais juste souligner ça parce qu'on voit dans une année, on voit que la volatilité sur une année où le marché fait 10,92, donc je crois, de mémoire, vous voyez qu'il y a matière à prendre des sacrées claques quand on arrive au mauvais moment. C'est pas un problème d'arriver au bon ou au mauvais moment, c'est un problème d'horizon de gestion. Il faut savoir, il faut avoir du temps devant soi, sinon c'est l'école de la porte de saloon, et pour avoir eu 2 fois le nez cassé, je peux vous dire que ça fait pas du bien, donc, mais en même temps, ça nous permet d'apprendre, c'est toujours pareil. Il faut moins fréquenter les salons. Ouais. Portefeuille d'interaction et du CAC depuis le début de l'année. On revient sur la semaine. Oui, on revient sur la semaine simplement pour regarder si on a toujours du potentiel. Donc ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a toujours un potentiel de l'indice de 18,92. Ce potentiel est perturbé par les utilities, par Total et par Sanofi, toujours, qui ont des objectifs de cours qui, à mon avis, n'ont pas encore été révisés suffisamment à la baisse. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir que j'ai encore 15,76% de performance sur notre fonds, ce qui, à mon avis, est de bon augure. Sur l'horizon de l'année. Sur l'horizon de l'année, exactement, avec notamment dans les technologiques et dans les semi-cycliques, quelques belles réserves, ainsi que dans les financières. Dans les financières, ce n'est pas forcément les bancaires, ça peut être l'assurance. Avec les perspectives de remontée de taux aux États-Unis, ça favorise quelques-unes de nos grandes compagnies d'assurance, Allianz, AXA, entre autres. Allez, le temps tourne, on va passer à la rubrique gestion. Bon, parce qu'on a pris un peu de temps pour planter le décor et on a vu qu'il était intéressant de s'y arrêter. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Concrètement, ceux qui nous regardent se disent « Ok, c'est très bien tout ça, on a fait une bonne année, mais c'est derrière, on regarde devant, ça commence de façon chahutée. » Qu'est-ce qu'on fait sur ce portefeuille? L'année dernière, ça avait déjà commencé de façon chahutée. Oui. En bourse, souvent, on aime bien les montagnes russes, mais là, très concrètement. Très concrètement, il va falloir qu'on prenne un peu de recul sur le mouvement qu'on est en train de connaître. Nous, on voit 2 choses. Vous avez un aspect tactique, c'est-à-dire qui peut consister à se couvrir ou à vendre à très court terme, et un aspect stratégique. Quels sont les moteurs de performance
pour notre fonds pour l'année qui vient. On a toujours le moteur pétrole, malgré tout. On aura des taux d'intérêt bas pour tout l'environnement de nos entreprises et paradoxalement encore augmenté par les décisions de la fin de l'année de la BCE. Juste une précision, quand vous dites le moteur pétrole, c'est pas profiter des valeurs du secteur Non, du c'est le pétrole, contraire. ça veut dire profiter de la baisse des cours du prix du pétrole. Oui Thomas, c'est exactement Je cela. sais bien. Hein. Oui, je vois ça. Après un an, j'arrive C'est à peu près à remarquable. comprendre. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir des marges qui augmentent. Ça donne aussi des latitudes sur le consommateur qu'on va pouvoir mesurer cette année. Je rappelle que l'année dernière, par exemple aux États-Unis, la baisse du prix du baril a été un des moteurs de gain pour chacun des ménages de plus de $1 000. C'est quand même important. Imaginons 1 000 euros sur 21 ou 22 000 euros, qui est le revenu moyen, je crois, en France par habitant. 5%. Ça fait 5% de gain de pouvoir d'achat. C'est pas négligeable. Et on pourra les retrouver pour autant qu'ils ne soient pas absorbés par des impôts ou des dépenses supplémentaires. Vous connaissez mon appétence pour ce genre de choses. Voilà. Et au fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que sur l'année dernière, une partie de ce gain a été mis en épargne, ce qui est très nouveau par rapport aux habitudes, mais ça n'a pas empêché la consommation de continuer. Non, sachant que nous, notamment en France, on est quand même un peu à l'abri de l'augmentation du départ, tellement il est élevé. Hein, ça, c'est... Voilà. Et donc pour revenir à l'ADN du fonds, stratégiquement, ces deux moteurs-là sont toujours présents pour nous. On aura aussi le moteur de la croissance européenne. Même si avec notre biais français, on le voit toujours pas venir, mais les autres le voient venir. On a vu les chiffres du chômage sont bons en Espagne, en Italie aussi. Donc on va avoir un regain de confiance et ce regain de confiance devrait se traduire notamment au travers de toutes les entreprises que nous avons là. Donc on a ces trois moteurs-là. Pour autant, on a dans les freins, puisqu'il y a des moteurs, il y a des freins, et qui peuvent nous amener à un biais tactique cette fois-ci, à prendre des positions peut-être inverses pendant un temps. Si jamais ça dégénère, comme on est en train de le voir, au plan géostratégique, et que le prix du baril continue de s'effondrer, là, on peut connaître une correction d'à peu près 10% encore par rapport à aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est votre scénario. Hein. Et si... c'est notre scénario de risque. Il faut connaître, quand on est gérant, on doit savoir aussi ce à quoi on peut être confronté. Si on est confronté à une baisse de moins 10 des marchés, paradoxalement, cette baisse ne se fera pas sur les titres de l'indice majoritairement, mais il y aura ces moins 10 sur l'indice, qui dans l'absolu n'est pas grave. En revanche, sur les titres qui étaient des bonnes idées qu'on a fondamentalement en portefeuille, avec des poids non négligeables, on pourrait connaître des corrections de 20 à 25%. Et là, pour le coup, ça ferait mal à notre fonds. Donc ce qu'on regarde, nous, c'est probablement à alléger toutes les idées, entre guillemets, ce qu'on appelle l'alpha du fonds. Lesquelles, par exemple on peut prendre des bénéfices sur N-Metal, sur lesquels on a beaucoup gagné, sur Thales, sur lequel on a beaucoup gagné, sur Chargeur, voilà, sur Veolia. Exactement l'exemple. Oui. Veolia, c'est pas une petite valeur, mais... les valeurs qui ont fait de l'alpha sur la deuxième partie de l'année. Qui ont délivré beaucoup plus de performances que l'indice. Pardonne-moi, Paul, de te reprendre, mais voilà. Pour qu'on soit tous d'accord. Il va falloir les surveiller parce que c'est celles qui sont à même de corriger le plus violemment en cas de correction. Mais il y a quand même, dans beaucoup de ces valeurs, un effet qui est le troisième effet dont Thomas va parler, c'est l'effet dollar. Oui. C'est qu'on est toujours... Toutes nos entreprises bénéficient avec retard de la baisse du dollar de l'année dernière. Et ça c'est un vrai sujet structurant. Peut-être pas quand ça s'agite autant, mais c'est un vrai sujet. Mais c'est la raison pour laquelle on considère qu'il faut rester sur le marché. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on va avoir une volatilité forte, donc il ne faut pas se décourager. Mais en revanche, dans la nature ponctuelle du fonds, elle pourra peut-être changer au premier trimestre. Encore un mouvement tactique. Et agrandir cette poche de cash, peut-être aussi. Elle est à 9%. Si nous mettions en place des stratégies de couverture, on pourrait couvrir probablement 10% de plus. Il faudrait vraiment qu'on soit noir d'un coup. Mais je préfère, moi, alléger mes idées fortes parce qu'elles peuvent descendre de 20%. Donc cette semaine, est-ce qu'on allège certaines idées Hubert, déjà, sur cette analyse, peut-être un mot. C'est-à-dire que, comme toujours, je suis un peu plus optimiste, mais... je partage complètement l'analyse. C'est une constatation, ce que vient de dire Thomas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des vrais points d'appui en Europe. En réalité, c'est qu'en Europe, à la fois l'industrie, la consommation vont dans le bon sens. Alors, il ne faut pas aller contre le marché. On sait que ça fait mal aux chaussures. Ça fait mal aux chaussures, mais néanmoins, on a des vrais points d'appui. Alors, on a des vrais points d'appui avec le consommateur, quand même. Avec des industries en retard. L'industrie automobile n'est pas revenue complètement comme... Quand vous dites que vous êtes plus optimiste, ça veut dire quoi par rapport au portefeuille ?
portefeuille? Ah non, par rapport au Vous portefeuille, allégeriez moins les pense idées? si, il faut alléger les idées parce que par ailleurs, on a beaucoup de lignes, hein, et ça a été un grand succès, mais dans les séances de panique, c'est très très compliqué de travailler toutes les lignes. Hein. Exactement. Par ailleurs, Oui, exactement, c'est exactement ça. Ça a l'air stupide de le dire, mais c'est Alors, malheureusement vrai. concrètement, cette semaine, est-ce qu'on commence cet allègement? Alors, si on le commence, on fera des allègements de 0,5 sur toutes les idées fortes. Je reprenais Thalès, dont on a 3%, qu'on pourrait ramener. Concrètement, si on devait faire quelque chose, il faudrait les ramener à 1% pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça ne veut pas dire, en imaginant qu'on passe Thalès de 3 à 1%, il nous reste 2%. On ne va pas rester en cash. On réinvestirait probablement temporairement soit sur de l'indiciel, en achetant des contrats futurs, soit probablement aussi sur des valeurs qui vont probablement faire l'activité du deuxième semestre, qui seront des valeurs des pays émergents cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que les cours d'LVMH, de L'Oréal reviennent au goût du jour. Je ne serais pas surpris de ce momentum-là pour le coup. On a peut-être un peu de temps. Pas certain que quand on regarde la dégradation qu'il y a eu en Chine l'année dernière, elle est significative, c'est exact. Quand on voit le rythme auquel ça se passe dans les derniers mois, ça change un petit peu. Alors, la vision qu'on en a est toujours un peu retardée. Ça peut être brutal. Moi, j'ai tendance à considérer que si la Banque de Chine, si le Parti communiste sont relativement efficaces, et pourquoi ne le serait-il pas, à ce moment-là, on peut avoir un point d'inflexion très violent qui aura des répercussions sur les marchés. Non, mais on a des exemples, effectivement, qui vont dans ce sens-là, qui jouent aussi les consommateurs, notamment européens, américains. L'exemple qui est toujours situé, c'est Burberry, par exemple. C'est qu'on peut avoir, alors je ne dis pas qu'Hermès ou LVMH ne vendent pas à Paris aussi, hein, mais c'est le contre-exemple, mais quand même, on a un point d'appui avec la consommation européenne, qui est un vrai point d'appui. Hubert, vous êtes notre monsieur idée. Dans ces périodes où les marchés peuvent décrocher, c'est un des scénarios de risque qu'on a évoqué, est-ce qu'on peut quand même avoir des valeurs qui gagnent de l'argent, qui soient complètement à contre-courant? Il y en a toujours, même cette semaine. Quel type de profil? Des hyper défensifs, Nokia a monté cette semaine. Hein. C'est exactement, c'est pas exactement, mais c'est le schéma. C'est la star déchue. La star déchue, elle peut monter dans la semaine. Alors, par ailleurs, il y a quand même des opérations. Les taux sont très bas, Thomas l'a dit. Et donc, si les taux n'étaient pas à ce niveau-là, il n'y aurait pas des opérations sur les télécoms comme Orange et Bouygues le monte cette semaine. Numéricable a beaucoup monté cette semaine. Il se passe des choses. On a des points d'appui. Encore une fois, il faut... Thomas a décrit les points d'appui, l'Europe, le pétrole et quand même les taux d'intérêt et le dollar. Donc on a des points d'appui. Ce qu'il faut, c'est probablement concentrer pour effectivement éliminer un peu un risque de dispersion qui est formidable quand ça monte, mais qui peut... Et alors par ailleurs, c'est bien d'avoir du cash parce que dans les séances de sell-off, je rappelle que dans la séance de panique du 11 août, Thomas a mobilisé en achat indiciel pratiquement 4% du fonds instantanément. C'est mieux quand on les a. Et que ça contribue à la performance qu'on publie en fin d'année. Bon, vous avez compris, hein, l'année dernière, en tout cas en fin d'année, on cherchait quelle valeur pourrait rentrer dans ce portefeuille. Là, on se dit plutôt quelle valeur pourrait sortir pour se regrouper, se resserrer. Non, et après, on se recentre. Mais effectivement, se recentrer afin de éventuellement parer une... Une fois qu'on aura passé j'allais dire ce qu'on est en train de vivre, là, qui est quand même un mouvement assez important, il n'est pas exclu qu'on revienne sur toutes ces idées qui sont fondamentalement des bons titres encore, qui continuent d'avoir des moteurs de performance intéressants, mais qui risquent d'être... Alors c'est toujours risqué, c'est pour ça qu'on n'en sortira jamais totalement, qu'on en gardera un petit peu, mais on sera prêt aussi à se renforcer d'ici un trimestre. Moi qui suis un fanatique du consommateur américain et européen, il y a quand même eu cette semaine une nouvelle négative, c'est l'iPhone 6, et Apple qui est en train de diminuer ses cadences. On n'imaginait pas que ça puisse arriver et que ça arrive aussi vite. Oui. Oui, mais ce qui me paraît intéressant dans une entreprise comme Apple, c'est que... Qui est pas cher boursièrement par rapport. Rapprocher des GAFA, c'est que finalement on passe d'une production d'un outil, d'un appareil qui est l'iPhone à la vente du contenu. Et les marges sont en train de se déplacer. Facebook et Google, c'est mieux qu'Apple. C'est ça enfin bon, toutes les GAFA ont passé une mauvaise semaine également. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses à raconter. On a bien compris le message. Peut-être un allègement sur les valeurs périphériques qui ne sont pas cœur à ce portefeuille et à l'indice. Merci messieurs pour ces analyses, ces commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci. Merci.